À 91 ans, Michael Caine a finalement pris la parole au sujet de son vieil ami Sean Connery et ce qu'il a révélé stupéfait les fans. Pendant des décennies, des rumeurs ont entouré la vie hors écran de Connery. Maintenant, Ken confirme des détails que beaucoup pensaient ne jamais voir le jour. Rejoignez-nous pour explorer la vérité derrière les gros titres et découvrir la véritable histoire de Sean Connery que Hollywood a essayé de garder secrète. Les luttes secrètes derrière James Bond. L'histoire de Sean Connery n'a pas commencé avec des smokings, des martinis ou des tapis rouges. Elle a commencé à Édimbourg, Écosse, dans un quartier ouvrier pauvre où la survie importait plus que les rêves. Né 1930, Thomas Sean Connery a grandi dans une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Son père était ouvrier d'usine, sa mère femme de ménage, l'argent était toujours rare et dès son plus jeune âge, Connery a su ce que signifiait le travail acharné. Enfant, il a quitté l'école jeune et a accepté tous les emplois qu'il pouvait trouver. L'un des premiers a été la livraison de lait à Édimbourg. Il parcourait sa route tôt le matin, portant des bouteilles de porte-à-porte, apprenant le sens des responsabilités bien avant la plupart des enfants de son âge. Il a également effectué des petits boulots, polissant des cercueils, mélangeant du ciment et travaillant comme sauveteur. Il s'est constamment déméné, non pas pour le luxe, mais juste pour se sortir. La famille n'avait pas de superflu, et Connery a gardé ce souvenir de pénurie pour le reste de sa vie. Vieillissant, sa taille et sa force naturelle lui ont ouvert des portes. Il s'est engagé dans la Royal Navy à l'adolescence, mais des problèmes de santé ont écourté son service. De retour à la vie civile, il a occupé d'autres emplois temporaires avant de se tourner vers le bodybuilding. Il ne s'agissait pas de vanité, mais de discipline et d'opportunité. Sa musculature sculptée lui a valu de petits concours et l'a mené vers une voie surprenante, le mannequinat, puis le théâtre. Il a commencé comme figurant, décrochant de petits rôles dans des productions théâtrales et de petits rôles à la télévision. Mais le travail d'acteur était brutal. Connery n'avait aucune formation formelle et portait le fort accent de ses racines d'Édimbourg. Les directeurs de casting l'ont rejeté comme étant brut de décoffrage. Il était souvent fauché, passant d'une chambre bon marché à l'autre ou dormant sur les canapés d'amis. À un moment donné, il a presque complètement renoncé à jouer la comédie. La lutte l'a épuisé et Hollywood semblait à des années-lumière de l'endroit où il se trouvait. Puis est venu James Bond lorsque les producteurs de Dr No ont commencé à chercher l'homme qui donnerait vie à l'espion Ian Fleming. Connery n'était pas le choix évident. D'autres acteurs ont été considérés, y compris des noms plus polis avec des réputations établies. Connery était brut, non raffiné, même considéré comme trop street. Mais quand il est entré dans la pièce, quelque chose a cliqué. Il avait une présence physique qui ne pouvait pas être enseignée. Robuste, confiant et imprévisible. Il n'a pas seulement joué les suaves, il ressemblait à un homme qui pourrait réellement tuer si la situation l'exigeait. Fleming lui-même avait des doutes au début, mais le public n'avait pas. Une fois que Dr No est sorti dans les salles 1962, Sean Connery n'était pas seulement un acteur, il était Bond. Et du jour au lendemain, le garçon qui livrait autrefois du lait était le visage de la plus grande franchise d'espionnage au monde. Devenir Bond a rendu Connery célèbre au-delà de son imagination la plus folle. Mais la gloire a eu un coup auquel il ne s'était pas attendu. Pour le public, Sean Connery n'était pas un homme avec des défauts, des doutes ou des peurs. Il était James Bond, parfait, lisse, intouchable, le smoking, le martini, le sourire lente. Le public voulait ça 24 heures sur 24. Michael Caine, l'un des amis les plus proches de Connery, a rappelé plus tard à quel point c'était étouffant. Il a dit « Connery se plaignait qu'il ne me laisserait être personne d'autre. Quel que soit le rôle qu'il prenait, les gens ne voyaient que Bond. Si Connery jouait un soldat, les téléspectateurs disaient qu'il était toujours Bond uniforme. S'il jouait un voleur ou un détective, le public chuchotait que ce n'était que Bond déguisé. Le rôle était si puissant qu'il effaçait tout le reste. Pour Connery, ce n'était pas de l'admiration, c'était une prison. La gloire signifiait qu'il ne pouvait pas aller dîner sans que quelqu'un ne se penche et ne récite la phrase emblématique. Bond, James Bond, les journalistes voulaient des histoires sur de Bond, les fans voulaient des autographes de Bond,
et les studios voulaient des suites de Bond. Le vrai homme était perdu derrière la marque. Connery a gagné des millions, mais privé, il a dit à ses amis qu'il se sentait piégé par le personnage qui lui avait tout donné. Le poids était psychologique. Il avait travaillé dur pour partir de rien, pour se retrouver coincé dans une image qu'il ne contrôlait pas. Bond n'était plus seulement un rôle, c'était devenu son identité, apposée sur lui qu'il le veuille ou non. À l'écran, Connery projetait calme et contrôle. Hors écran, cependant, sa frustration débordait souvent. Des histoires de plateaux de tournage le décrivent se heurtant au réalisateur, déchirant des pages de scénario qu'il jugeait faibles et exigeant des changements au milieu du tournage. Il n'hésitait pas à faire valoir son poids et les initiés d'Hollywood l'ont rapidement qualifié de difficile. Mais selon Michael Caine, ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la colère d'être enfermé. Connery estimait que les studios se souciaient moins de la qualité et plus de l'encaissement sur Bond. Il voulait une écriture forte, des intrigues crédibles et du respect pour le métier d'acteur. Quand il ne l'obtenait pas, sa colère éclatait. Pour les étrangers, cela ressemblait à de l'ego. Mais pour Caine, c'était un combat désespéré pour se protéger d'être englouti par une fausse image. Caine se souvenait des nuits où Connery l'appelait frustré. Les deux amis parlaient pendant des heures du vide des fêtes hollywoodiennes, des faux sourires et des coups de poignard dans le dos incessants. Connery, sous l'armure, était un homme qui aimait jouer la comédie mais méprisait le cirque qui l'accompagnait. La fausseté de l'industrie le dégoûtait, il s'emportait sur la façon dont les gens changeaient dès que quelqu'un devenait célèbre. La flatterie, les mensonges, les accords chuchotés derrière des portes closes. Ce que le monde voyait, c'était un espion suave qui ne perdait jamais le contrôle. Ce que Caine voyait, c'était un homme qui nourrissait un profond ressentiment dont la colère envers Hollywood ne concernait pas seulement le travail. Il s'agissait de son sens de soi. Les batailles de Connery avec Hollywood n'étaient pas seulement émotionnelles, elles étaient aussi financières et juridiques. Il s'est notoirement battu avec les producteurs au sujet des bénéfices des films de Bond, les accusant de le voler de l'argent qu'il avait légitimement gagné. Il a même traîné les studios de justice, refusant de laisser de puissants dirigeants l'exploiter. C'était rare pour les acteurs à l'époque et cela lui a valu des ennemis haut placés. Ces affrontements sont allés au-delà de Bond. Connery rejetait souvent des rôles, même ceux qui valaient des millions, s'il ne faisait pas confiance aux personnes derrière le projet. Il était sélectif au point de s'auto-saboter, préférant s'éloigner plutôt que de faire des compromis. Cette obstination lui a coûté des opportunités, mais il ne l'a jamais regretté. Les sombres controverses qui refusaient de mourir. L'image de Sean Connery était construite sur le charme, la sophistication et le genre de confiance qui pouvait faire taire une pièce. Mais 1965, au plus fort de sa gloire de James Bond, il a donné une interview qui allait le suivre pour le reste de sa vie. S'adressant au magazine Playboy, Connery a ouvertement défendu l'idée de gifler les femmes dans certaines situations. Il a affirmé que lorsque toutes les autres alternatives échouent, il pensait que frapper une femme pouvait être justifié. Ce n'étaient pas des mots vagues sortis de leur contexte, ils étaient clairs, imprimés et indubitables. Venant de l'homme célébré comme l'espion gentleman ultime, la déclaration a choqué beaucoup de gens, même dans les années 1960. À cette époque, les conversations autour de la violence domestique étaient beaucoup moins publiques qu'aujourd'hui. Mais les remarques de Connery ont quand même atterri comme une bombe. Les fans et les critiques ont eu du mal à réconcilier l'idole de l'écran lisse avec un homme qui approuvait ouvertement un comportement qui causait un réel préjudice. Le problème ne s'est pas estompé avec le temps. Plus de 20 ans plus tard, 1987, Barbara Walters a confronté Connery à propos de ses commentaires lors d'une interview télévisée. Walters lui a demandé directement s'il maintenait ce qu'il avait dit dans Playboy. Sans hésitation, Connery a répété que oui, dans certaines circonstances, il pensait toujours que c'était acceptable. Il s'est assis calmement, a souri légèrement et a doublé la mise devant des millions de téléspectateurs. Pour Michael Caine, l'ami de longue date de Connery, ce fut un tournant. Caine a admis plus tard que ces mots avaient hanté Connery pour le reste de sa vie. Ce n'était pas seulement une
erreur ou une remarque désinvolte. C'est devenu une tâche permanente sur sa réputation, une tâche qu'il n'a jamais réussi à effacer. La réaction a été féroce et a duré des décennies. Les groupes de femmes l'ont condamné. Des manifestations ont éclaté devant les cinémas où ces films étaient présentés avant-première. Des boycotts ont été organisés et son image autrefois polie a commencé à montrer des fissures. Les réalisateurs et les studios sont devenus nerveux. Ils craignaient que la controverse n'éclipse leur projet. Certains cinéastes ont choisi de ne pas travailler avec lui, craignant que les gros titres sur ses commentaires n'étouffent la promotion des films. Même lorsque Connery a livré de solides performances, la conversation revenait souvent sur ses opinions sur les femmes. Les équipes de relations publiques d'Hollywood, ont désespérément essayé de contenir les dégâts. Certains ont affirmé que ces mots avaient été mal compris. D'autres ont fait valoir que c'était simplement de l'époque, comme si cela excusait la déclaration. Connery lui-même, cependant, a refusé de laisser les équipes de relations publiques faire tourner sa position. Il était direct, inflexible et désintéressé à l'idée d'adoucir le coup. Au lieu de guérir la blessure, son refus d'expliquer ou de revenir sur ses pas a maintenu la controverse vive. Dans les années 2000, les critiques l'ont suivi jusqu'Écosse. Lorsque Connery devait comparaître devant le Parlement écossais pour un événement public, des manifestants ont menacé de le fermer. Il portait des pancartes faisant référence à ses commentaires dans Playboy et exigeait des comptes. Fin de compte, l'événement a été éclipsé. La preuve que ces mots d'il y a des décennies ne s'étaient jamais vraiment envolés. Ce qui aurait pu être un scandale passager pour un autre acteur s'est transformé en problème déterminant pour Connery parce qu'il n'a jamais présenté ses excuses. Les controverses ne se sont pas arrêtées aux interviews. 2006, l'ex-femme de Connery, l'actrice Diane Sento, a publié un mémoire qui a ravivé de vieilles questions. Dans celui-ci, elle décrivait leur mariage comme turbulent et douloureux. Sento affirmait que Connery avait été émotionnellement abusif et parfois physiquement violent. Elle a brossé un tableau de colères explosives, de manipulation et d'une relation marquée par la peur. Pour les fans qui luttaient déjà avec les remarques de Connery dans Playboy, ces allégations ont été encore plus profondes. L'idée que l'acteur principal charismatique, qui incarnait l'espion le plus désirable au monde, ait également pu être violent à la maison était dévastatrice. Le mémoire a ajouté une couche de détails personnels qu'aucun studio ne pouvait expliquer. Plus de cela, les initiés d'Hollywood murmuraient au sujet de la nature contrôlante de Connery sur le plateau. Des membres de l'équipe et des costards ont décrit un homme qui exigeait souvent que les choses soient faites à sa manière. Certains ont dit qu'il s'emportait rapidement si les gens le défiaient. D'autres pensaient que son comportement s'étendait à sa vie personnelle, qu'il avait besoin d'être aux commandes dans toutes les situations. Ce qui a fait durer les controverses si longtemps, ce ne sont pas seulement les interviews ou les allégations, c'était la réaction de Connery. Il a simplement refusé de reculer. À maintes reprises, des conseillers, des amis et des publicistes l'ont exhorté à s'excuser ou du moins à adoucir sa position. Il a refusé, il considérait que c'était une faiblesse d'admettre qu'il avait tort. Cela lui a coûté des rôles. Les studios craignaient que le fait de le choisir n'attire une controverse indésirable. Cela lui a coûté la bienveillance du public, car les fans qui l'adoraient autrefois ont eu du mal à réconcilier l'image de Bond avec un homme qui ne reviendrait pas sur des commentaires trop troublants. Cela lui a également coûté la tranquillité d'esprit. Même dans les interviews à la fin de sa carrière, il s'est hérissé lorsqu'on lui a posé des questions sur le sujet. Le paradoxe était frappant. À l'écran, Sean Connery était le gentleman ultime, charmant, protecteur, respectueux et d'une attirance naturelle. Hors écran, le même homme était hanté par des accusations qui le dépeignaient comme le contraire. Il a représenté la sophistication pour des générations de cinéphiles. Mais derrière le rideau, il portait le poids de mots et d'actions qui ne l'ont jamais vraiment quitté. Michael Caine a déclaré que le refus de Connery de céder l'avait rendu admirable à certains égards, mais condamné à d'autres. Il ne mentirait pas pour que les gens l'aiment, mais il n'admettrait pas non plus sa faute, même lorsque la vérité le fixait au visage. Ce refus signifiait que Connery
vivait avec la controverse plus longtemps que la plupart des acteurs ne pouvaient survivre. Sa carrière a survécu grâce à son talent indéniable et à son pouvoir de star. Mais l'ombre de ces scandales l'a toujours suivi. Ils sont devenus une partie de l'histoire, impossible à séparer de l'homme lui-même. Pourquoi il a abandonné Hollywood et n'a jamais regardé arrière ? La longue et compliquée relation de Sean Connery avec Hollywood a atteint son point de rupture 2003. À ce moment-là, il était déjà une légende, un acteur oscarisé avec des décennies de succès derrière lui. Mais son dernier film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, est celui qui l'a finalement fait basculer. Le film était censé être une adaptation de bande dessinée à gros budget qui pourrait lancer une nouvelle franchise. Connery a signé pour un chèque massif, mais une fois le tournage commencé, il s'est rapidement transformé cauchemar. Il s'est constamment heurté au réalisateur, Stephen Norrington. Les membres de l'équipe ont décrit plus tard leur relation comme explosive. Connery a accusé Norrington d'être inexpérimenté et désorganisé, tandis que Norrington a repoussé la présence contrôlante de Connery sur le plateau. Des disputes ont éclaté si souvent que certaines scènes auraient été réécrites ou tournées seulement après des éclats de voix. Connery n'était pas timide quant à ses sentiments. Il a commencé à critiquer ouvertement les personnes qui dirigeaient la production, non seulement Norrington, mais aussi les dirigeants du studio. Il a qualifié les leaders de l'industrie d'idiots dans des interviews et à huis clos, un signe du peu de patience qui lui restait. Ce qui aurait pu être un autre blockbuster est devenu un désastre à la fois financièrement et personnellement. Le film a sous-performé, les critiques ont été sévères et Connery est parti amer. Michael Caine a expliqué plus tard que Connery était frustré par Hollywood depuis des années, mais cette expérience a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il était fatigué de se battre avec les studios, fatigué de se disputer avec les réalisateurs et fatigué de porter des films auxquels il ne croyait plus. Selon Caine, Connery lui a dit qu'il avait assez des idiots qui dirigeaient l'industrie. Il n'était pas disposé à perdre son temps à se battre contre des personnes qui, selon lui, se souciaient plus de l'argent et du marketing que d'une bonne narration. Après la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Connery n'a pas seulement pris sa retraite du cinéma. Il est parti complètement. Après avoir quitté Hollywood, Connery n'est pas resté à Los Angeles ou à Londres, où l'industrie pourrait le ramener. Au lieu de cela, il a déménagé de façon permanente aux Bahamas. C'était plus qu'une nouvelle maison. C'était une évasion. À ce moment-là, les studios lui offraient encore des millions pour revenir, des suites, des caméos, de nouveaux rôles. L'argent était là, mais Connery a tout refusé. Il ne se souciait plus des chèques de paie ou de la gloire. Il se souciait de la paix. Déménager aux Bahamas lui a donné exactement cela. Loin d'Hollywood, il pouvait vivre selon ses propres conditions sans que les paparazzi ne le suivent dans les restaurants ou que les fans n'exigent des citations de Bond à chaque tournant. Les habitants des Bahamas l'ont décrit comme à la fois distant et charmant. Ce n'était pas un homme qui se mêlait constamment aux autres, mais lorsque les gens le rencontraient, il pouvait toujours activer le charisme qui l'avait rendu célèbre. Il n'était pas hostile, il appréciait simplement sa vie privée. Les résidents se sont souvenus de la façon dont il se promenait parfois dans la ville, attirant toujours l'attention sans essayer. D'autres se sont souvenus de lui profitant de journées tranquilles près de l'eau, loin du chaos de son ancienne vie. Ce n'était pas la vie d'une star à la retraite qui s'accrochait encore au projecteur, c'était la vie de quelqu'un qui avait choisi de disparaître, quelqu'un qui voulait s'éloigner d'une industrie qu'il ne respectait plus. Ce qui a rendu la retraite de Connery différente des autres, c'est à quel point elle était complète. Il n'a pas seulement ralenti ou pris des rôles plus petits, il a disparu de la scène publique, il a refusé les interviews, a sauté les cérémonies de remise de prix et est rarement apparu lors d'événements hollywoodiens, même lorsqu'il a été honoré avec des hommages pour l'ensemble de sa carrière, il a refusé d'y assister. Connery méprisait la culture du tapis rouge, il ne voulait pas poser pour les photographes ou sourire à la foule, il n'était pas intéressé par les fêtes hollywoodiennes ou, comme il s'était plaint un jour à Michael Caine, tout le monde vous souriait au visage et vous poignardait dans le dos une fois que vous vous étiez retourné. Pour Connery, s'éloigner ne consistait pas seulement à quitter le métier d'acteur. Il s'agissait de rejeter tout le style de vie de célébrité.
Choisissant les Bahamas, Connery a créé une bulle où il pouvait enfin vivre comme Sean, pas comme Bond. Il passait ses journées à peindre, à lire et à profiter de la compagnie tranquille de sa femme, Micheline. Des amis qui lui ont rendu visite ont dit qu'il semblait plus léger, comme si le poids d'Hollywood avait finalement été levé de ses épaules. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il pourrait faire son retour. Les studios ont continué à faire miroiter des offres, espérant l'attirer hors de sa retraite avec des salaires faramineux. Il n'a jamais accepté. Pour Connery, la décision était définitive. Il s'était réconcilié avec l'idée de tout laisser derrière lui. Il ne voulait plus les projecteurs. Il voulait la liberté et il l'avait trouvée. La douleur privée que personne n'a vu venir. Pour le monde extérieur, Sean Connery semblait avoir tout. L'argent, la gloire, le respect et une vie parfaite aux Bahamas. Mais derrière les portes closes de son monde privé, il portait des luttes-banques personnelles que très peu de gens ont jamais vues. L'une des blessures les plus profondes provenait de sa relation avec son fils unique, Jason Connery. Jason a suivi les traces de son père et est devenu acteur et réalisateur, mais leur lien était compliqué. Des amis proches de la famille ont dit que leur dispute était légendaire. Les deux hommes étaient volontaires, fiers et têtus. De petits désaccords dégénéraient souvent longs silences. Parfois, des années se passaient où le père et le fils se parlaient à peine. Michael Caine, qui était proche des deux, décrivait toujours la situation avec soin. Il a dit que c'étaient deux Écossais fiers qui ne pouvaient pas dire ce qu'ils ressentaient. Connery aimait son fils et Jason l'aimait retour, mais aucun des deux hommes n'était doué pour le montrer. La fierté et les colères se mettaient souvent à travers de simples expressions d'affection. Pour Connery, qui a grandi dur et partageait rarement ses émotions ouvertement, la paternité n'a jamais été facile. Et pour Jason, vivre dans l'ombre d'un parent de renommée mondiale a exercé sa propre pression. Même dans les années suivantes, lorsque Connery avait pris sa retraite d'Hollywood, la tension est restée et c'est entière restée. Bien qu'ils aient eu des moments de réconciliation, la distance entre eux était quelque chose qui n'a jamais complètement disparu. Pour un homme qui semblait imparable à l'écran, l'incapacité à réparer son lien familial le plus important était une douleur privée qui ne l'a jamais quitté. Les dernières années, une autre bataille que Connery a menée dans ces dernières années était contre le temps lui-même tout au long de sa vie. Il avait été fort, vif et contrôle. Ce contrôle signifiait tout pour lui. Il avait quitté Hollywood au sommet de sa carrière parce qu'il refusait de laisser les autres dicter ses choix. Mais le vieillissement a apporté une sorte de combat qu'il ne pouvait pas gagner. Connery avait une peur profonde de perdre le contrôle, particulier d'être piégé dans des hôpitaux entourés d'étrangers et de machines. Il détestait l'idée de la dépendance et disait souvent à ses proches qu'il voulait vivre et mourir selon ses propres conditions. Malheureusement, la vie lui a donné une réalité beaucoup plus dure. Dans ces dernières années, Connery a développé la maladie d'Alzheimer. Au début, c'est arrivé tranquillement. Il oubliait de petits détails qui butait sur des mots ou perdait le fil des conversations. Pour un homme autrefois admiré pour son esprit et son intelligence, ces erreurs étaient douloureuses. Michael Caine, qui le connaissait depuis des décennies, a rappelé plus tard à quel point il était difficile de voir son esprit vif s'éteindre petit à petit. Connery, autrefois prompt à faire des blagues et à donner des opinions, luttait contre la confusion et la perte de mémoire. Au fur et à mesure que la maladie progressait, l'homme qui avait commandé des plateaux de tournage d'un simple regard a commencé à perdre conscience du monde qui l'entourait. C'était déchirant pour ses proches. Des amis qui appelaient ou lui rendaient de visite partaient parfois larmes, réalisant que Connery ne les reconnaissait plus. Le contraste entre l'indestructible James Bond à l'écran et l'homme vulnérable dans la vraie vie n'aurait pas pu être plus grand. Malgré le déclin douloureux, Connery n'était pas seul. Sa femme, Micheline Roa Brune, est devenue son ancre. Les deux étaient mariés depuis 1975 et leur lien n'a fait que se renforcer à mesure que la santé de Connery s'affaiblissait. Micheline était farouchement protectrice envers lui. Elle a refusé de confier ses soins à des étrangers ou à des professionnels extérieurs. Même lorsque de l'aide a été offerte, elle l'a refusé. Déterminée à être celle qui s'occuperait de lui.
Elle est restée à ses côtés tous les jours, veillant à ce que ses dernières années soient aussi dignes que possible. Pour elle, il ne s'agissait pas de sauver les apparences, il s'agissait d'amour et de loyauté. Connery avait toujours accordé de l'importance à la vie privée et Micheline a respecté cela jusqu'à la fin. Même au fur et à mesure que la maladie progressait, il y avait des moments rares et précieux où des éclairs du vieux Sean transparaissaient. Micheline et Ken se sont tous deux souvenus de moments où il faisait un commentaire vif, faisait une remarque spirituelle ou affichait ce sourire célèbre. Ces moments leur rappelaient qui il était vraiment sous la maladie et il les chérissait. La plus grande crainte de Connery était de mourir dans un hôpital et Micheline a veillé à ce que cela n'arrive pas. Quand il est devenu clair que la fin était proche, elle a honoré son souhait. Il est décédé paisiblement chez lui aux Bahamas, dans son propre lit, avec le bruit de l'océan à l'extérieur et sa femme à proximité. Pour un homme qui avait passé toute sa carrière à se battre pour le contrôle, c'était ce qui se rapprochait le plus de quitter la vie selon ses propres conditions. Sa mort 2020 a suscité des hommages mondiaux. Les fans l'ont célébré comme l'ultime James Bond, le trésor national de l'Écosse et l'un des acteurs les plus charismatiques de tous les temps. Mais pour Michael Caine, le deuil était profondément personnel. Il ne pleurait pas un personnage ou une légende. Il pleurait son vieil ami, un homme brillant, imparfait, têtu et loyal d'une manière que le public ne comprendrait jamais pleinement. Les rumeurs qu'Hollywood ne veut pas que vous entendiez. Malgré toute la gloire et le pouvoir de Sean Connery, il y a eu des moments où Hollywood lui a discrètement tourné le dos. Surface, il semblait qu'il prenait simplement des pauses entre les films. Mais des murmures à l'intérieur de l'industrie suggéraient autre chose, la liste noire. Connery avait la réputation de se battre avec les studios au sujet de l'argent, des contrats et du contrôle créatif. Il était connu pour quitter des réunions s'il se sentait manquer de respect et il n'hésitait pas à traiter les dirigeants d'idiots lorsqu'il pensait qu'ils géraient mal les projets. Cette défiance l'a rendu populaire auprès des fans, mais dangereux pour les studios qui comptaient sur l'ordre et le contrôle. Au fil des ans, des histoires ont fait surface selon lesquelles de grands producteurs l'ont discrètement mis à l'écart. Les scénarios qui avaient autrefois été alignés pour lui ont soudainement disparu. Les offres de studio ont ralenti même si le public voulait toujours le voir à l'écran. L'explication officielle était généralement que Connery était sélectif, mais des initiés ont affirmé que ce n'était pas toujours vrai. Certains pensaient que les studios avaient assez de ces demandes et le tenaient délibérément à distance. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles de l'argent avait changé de main pour faire taire certaines histoires. Connery était connu pour ses disputes explosives sur le plateau et certains récits affirmaient que les studios payaient de l'argent pour faire taire les membres de l'équipe ou les associés afin d'empêcher ces histoires de fuiter. Hollywood a investi dans la protection de l'image de James Bond, pas dans le tempérament fougueux qui accompagnait l'homme qui l'incarnait. Une partie de ce qui a alimenté les potins était à quel point Connery semblait parfois vivre comme son personnage célèbre. La ligne entre James Bond et Sean Connery s'est estompée d'une manière qui a fasciné et troublé les gens. On le voyait souvent dans des casinos glamour à Monte-Carlo, habillé aussi élégamment qu'à l'écran, avec des foules le regardant jouer à des jeux à enjeux élevés. Pour certains, il semblait qu'il transportait Bond dans la vraie vie. Et sur la vraie vie, des rumeurs circulaient sur des aventures tourbillonnantes, des soirées privées et un style de vie bien plus secret que ce que le public n'a jamais su. Certains initiés ont même affirmé que Connery avait refusé des rôles au cinéma parce qu'il se sentait en nous trop proche bête de la vérité. Les scénarios qui mettaient scène des personnages ayant des problèmes de jeu, une double vie secrète ou des personnalités contrôlantes, lui rappelaient soi-disant trop lui-même et il ne voulait pas exposer ses similitudes à l'écran. Que ces histoires soient exagérées ou non, elles ont ajouté au mystère qui l'entourait. Contrairement à de nombreux acteurs, Connery a fait peu pour dissiper les rumeurs. Il ne les a ni confirmées ni niées, ce qui n'a fait que les amplifier. Les fans qui voulaient le voir comme Bond croyaient qu'il vivait vraiment cette vie, et les critiques qui ne l'aimaient pas ont souligné les potins comme preuve d'arrogance. Sur les plateaux de tournage, la personnalité de Connery a créé encore plus de controverses. Les membres de l'équipe et les costards le décrivaient souvent comme un perfectionniste qui voulait que tout soit fait à sa manière.
Il était connu pour déchirer les scénarios qu'il jugeait faibles et exigeait des réécritures sur le champ. Les réalisateurs qui tentaient de le maîtriser se heurtaient fréquemment à lui, ce qui conduisait parfois à des éclats de voix devant l'équipe. Pour certains, ce comportement ressemblait à de l'ego pur, une star de cinéma qui pensait savoir plus que tout le monde. Pour d'autres, c'était un signe de professionnalisme. Connery croyait la protection de la qualité des films sur lesquels il travaillait, et s'il pensait que quelque chose n'allait pas, il refusait de se taire. Michael Caine l'a défendu d'une manière plus équilibrée. Il a admis que Connery pouvait être difficile, mais il a expliqué que cela venait souvent de la passion plutôt que de la vanité. Connery se souciait profondément de la façon dont les films se déroulaient et il détestait quand les réalisateurs ou les producteurs semblaient négligents. Caine a fait valoir que ce que les autres appelaient un comportement de maniaque du contrôle était réalité la façon dont Connery se battait pour des normes élevées. Pourtant, les histoires se sont accumulées. Les récits de Connery réécrivant des dialogues, refusant la direction ou quittant des plateaux sont devenus une partie de sa légende. Pour les dirigeants de studio, cela le rendait risqué. Pour les admirateurs, cela le rendait intransigeant. Quoi qu'il soit, cela a continué d'alimenter le sentiment que Connery était plus compliqué que l'espion charmant que les gens voyaient à l'écran. Si cela vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer la prochaine.